Bienvenue sur Les Achievers, le podcast Vente et Business. Ensemble, on va s'inspirer des meilleurs et apprendre. Le rendez-vous est hebdomadaire et je vous propose 2 formats. Un mardi sur 2, les dirigeants commerciaux nous partageront leur parcours, leur business model et leur réalité de la vente dans leur secteur. Et un autre mardi sur 2, des séries sur des sujets d'expertise impactant les organisations commerciales. Je suis Audrey Pétro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Comment tu vas, Sébastien ? Eh ben, écoute, ça va très bien, je te remercie. C'est un plaisir d'être avec toi. De même, surtout que tu m'accueilles dans tes super locaux. Alors, les gens ne les verront pas, mais franchement, je te le disais, je pense qu'il y a beaucoup de collaborateurs sur Paris qui seraient ravis d'avoir des locaux comme les tiens, où ils s'y sentent bien. Donc, merci à toi de m'accueillir. C'est important, le bien-être des collaborateurs et puis mon bien-être aussi à moi. Et puis de pouvoir recevoir aussi nos invités dans les meilleures conditions. Donc, Écoute, moi, je tenais à t'inviter à te recevoir sur les Achievers aujourd'hui parce que je cherchais depuis quelques temps une personne avec un profil commercial qui a évolué dans l'immobilier. J'ai regardé sur LinkedIn, j'ai vu que tu étais assez actif et à ce moment-là, je t'ai contacté. Je vois que tu essayes de faire bouger des choses aussi au niveau du secteur. J'ai le sentiment que tu as une réussite, en tout cas moi qui m'impressionne. J'aimerais bien que tu nous racontes ton parcours, comment tu es arrivé à monter ce que tu as monté, que tu vas nous décrire bien évidemment également par la suite. Bien sûr. Alors, une réussite, tout est relatif, parce que la réussite, je pense qu'elle se mesure vraiment au quotidien. C'est un peu bateau ce que je vais te dire, mais à travers la réussite des collaborateurs, la réussite du staff, la réussite du projet. C'est pas ma réussite à moi personnelle, c'est quelque chose que je rectifie toujours parce que j'estime que ma réussite, elle est véritablement au jour le jour. Chaque jour son défi en tant qu'entrepreneur. Alors moi, j'ai un parcours assez atypique. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Donc ta question, elle est la bienvenue parce que véritablement, c'est quelque chose que j'aime raconter. J'ai eu un parcours scolaire complètement catastrophique parce que c'est pour ça que j'aime bien parler de ça. Pas parce que c'était catastrophique, mais c'est parce que ça vient déjouer un peu les plans de l'éducation nationale. Alors, je ne m'élève pas contre l'éducation nationale, mais à l'école, on m'a appris une forme d'intelligence et on ne nous a pas appris les autres. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, on ne nous l'a pas appris. Et c'était vraiment ça dont j'étais le plus friand quand j'étais gamin. Et il a fallu que je le trouve en dehors du milieu scolaire. Donc j'ai eu un échec scolaire jusqu'en 3e. Ensuite, je me suis dirigé vers un BEP menuiserie. Donc, tu vois, absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ça a été un échec. Je suis retourné en 3e. Donc assez atypique aussi là. Et puis ensuite, je suis parti sur des études de vente. Donc à 15 ans et demi, je me retrouve en BEP vente à Poissy, dans les Yvelines. Et puis je me retrouve dans un supermarché Casino à Houille, où là, je suis un peu l'homme à tout faire. Donc dépoter des palettes, faire le ménage dans les locaux, le rayon poisson, le rayon charcuterie, le rayon boulangerie, le rayon fromage. Voilà, je faisais un petit peu tout et le fruits et légumes. Je faisais un petit peu tout. Et puis un jour, j'ai un ami, je le salue, il s'appelle Maxence. Il m'appelle, il me dit, écoute, il avait tout juste 18 ans. Moi, j'en avais 16 ou 17. Et il me dit, je fais un métier extraordinaire, je suis agent immobilier. Et je dis, écoute, explique-moi ce que c'est. Et là, il me dit une phrase, on était gamins, on avait 18 ans. Il me dit, je peux aller laver ma voiture pendant la journée. Ouais. Alors, c'est bête, tu vois. Et 25 ans après, je m'en souviens. Ouais. Parce que chez Casino, j'avais 2 minutes de pause par heure travaillée. Et c'était donc, quand tu travaillais ta journée, tu avais 15 à 20 minutes de pause. Et puis, quand tu n'étais pas à ton poste, on t'appelait au micro. Et ça, c'est quelque chose qui me perturbait un peu parce que tu pouvais donner beaucoup d'énergie. En général, on te rendait que 2 minutes de pause par heure travaillée. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est génial ce que tu fais. J'ai été voir mon grand-père je savais qu'il avait des connexions dans l'immobilier parce qu'il était artisan. Je lui ai dit, écoute, j'ai ça en tête. Et il me dit, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent, qui a une agence immobilière. Tu vas aller le voir de ma part. C'est pas vrai. Et je vais le voir, j'ai tout juste 18 ans, on est en avril 2000, et j'ai tout juste 18 ans, je mets mon premier costume trop grand, je mets ma première cravate de ma vie, je vais passer mon entretien, et puis cette personne me prend. Donc elle me prend. Sous la menace? Pas du tout sous la menace. Et puis très vite, je me prends d'amitié en plus avec lui. C'était un gars avec qui je suis toujours en relation aujourd'hui. J'ai fait un post d'ailleurs LinkedIn sur lui parce qu'il prenait sa retraite il y a pas longtemps. Et c'était un symbole pour moi de le voir prendre sa retraite au moment où moi,
j'ai explosé entre guillemets mes plafonds de verre. Et puis voilà, écoute, donc j'ai fait comme ça mes armes dans plusieurs réseaux. Je travaillais chez Century, je travaillais chez La Forêt, j'ai travaillé dans plusieurs réseaux. Et j'ai eu la chance en 2002 de rencontrer quelqu'un qui m'a fait confiance. Et j'ai gravi tous les échelons dans cette structure. J'ai gravi vraiment tous les échelons, donc négociateur, directeur d'agence, directeur de groupe. Et après, on reviendra sur les étapes, si tu veux, parce que c'est ça qui est important. J'ai pris le temps d'observer, en fait, à chaque fois, avec pour objectif final de pouvoir monter mon réseau. C'était la target de fin. Tu le savais depuis le début ? Oui, je le savais depuis le début. Je savais que je voulais m'implanter, je savais que je voulais faire rayonner mes méthodes, donc mes méthodes de travail, ma vision du métier, et je voulais mettre en place tout ce que j'avais pas eu quand moi j'étais collaborateur au sein d'un réseau. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus du coup, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir, toi, quand tu étais collaborateur ? Alors, d'une façon générale, que ça soit dans mon expérience pro, avant d'entrer dans l'immobilier ou même dans l'immobilier, je trouvais que il y avait une forme d'injustice et une forme d'exploitation commerciale des conseillers. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réciprocité. Il y avait une position dominante, hiérarchique, qui me convenait absolument pas. Et on était encore dans du vieux management qui a la peau dure, hein, qu'on voit encore aujourd'hui. Et je me suis dit, si je mets en place une structure, je vais déjà casser ce premier pilier avec un management plus participatif, un management de la performance, mais véritablement un management où tout le monde se retrouve d'égal à égal dans le même bateau avec la même mission. Et c'est vraiment un des premiers piliers que j'ai activé. Ensuite, j'ai pensé mes agences immobilières que j'ai construites comme des maisons, c'est-à-dire il y avait un salon, salle à manger, on recevait pas les clients derrière les bureaux, et ça, j'étais le premier en France à le faire en 2012. Ensuite, Plaza a suivi et d'autres ont suivi, mais j'étais le premier à faire ça. Et puis en fait, c'était un mindset global que j'ai voulu changer, sans bullshit, hein, c'était vraiment, je voulais rafraîchir un peu la profession de l'immobilier qui était tenue par des institutionnels, ce que j'appelle un peu les sénateurs de l'immobilier. Les choses ne bougeaient pas beaucoup, ces pros n'avaient pas vraiment d'intérêt à ce que les choses changent trop vite et trop. Et moi, je me suis dit, moi, je vais essayer de faire changer les choses à ma façon, les codes à ma façon. Et je savais que ça allait être très, très long. Très long pour arriver à un certain niveau où j'allais pouvoir être entendu. Parce qu'en France, on n'est pas aux États-Unis. En France, le succès, il se réclame pas, il se mérite. Les places, elles se prennent, mais il faut quand même être patient et extrêmement résilient. Aux États-Unis, tu as des succès qui peuvent exploser. En France, c'est moins vrai. Et j'ai accepté que le chemin serait long pour faire valoir toutes mes idées. Et donc, je te parle de ça 2012, on est en 2023. J'ai encore beaucoup de travail, mais je touche du doigt ce que j'ai voulu faire il y a 11 ans. Alors, tu nous expliques la création de WeLodge ? Alors, je crée la marque en 2012. Donc, je sors de mon ancien réseau le 12 février 2012 et je monte, et oui, je m'en souviens très bien, et je me laisse 2 mois où je vis un peu ma meilleure vie, je pars en vacances, je kiffe un peu parce que j'avais pris 10-12 ans de charges commerciales dans la tête, c'est éprouvant. Et puis, je monte ma structure en novembre 2012, elle naît, elle ouvre ses portes le 14 janvier 2013. Donc, je crée tout from scratch. La marque, WeLodge, je l'invente, je la dépose, tout le site internet, tous les textes, toutes les plaquettes. Et quand j'ouvre ma première structure, les gens pensent que je suis une franchise qui vient de l'étranger. Tellement on avait packagé l'ensemble pendant 6 mois, on avait vraiment travaillé très fort, les gens pensaient qu'on était vraiment une franchise et qu'on s'implantait en France. Voilà. Et donc WeLodge est né le 14 janvier 2013 à Éragny-sur-Oise, juste à côté d'ici. Là, on est à Cergy. Et ensuite, les agences se sont enchaînées. Tu montes ça tout seul ? Ça se passe comment ? Alors, je monte ça tout seul, exactement. Pas tant que ça, parce que j'ai ma mère qui est associée avec moi. Voilà, qui a une petite participation dans l'entreprise et qui me suit. Alors, elle m'a pas suivi tout de suite. Il lui a fallu 1 an pour me suivre. Elle s'occupait, ma mère s'est toujours occupée des gens. Donc, elle s'occupait des personnes à leur domicile. Elle s'occupait des personnes âgées ou des handicapés à domicile. Et puis, elle a fait ça par passion et par dévouement, hein. Et puis à un moment, je lui ai dit, écoute, arrête de te fatiguer, viens avec moi. Elle se fatigue aussi, hein, je nuance, parce que c'est beaucoup de travail. Viens avec moi. Elle avait géré aussi des sociétés dans le passé, des sociétés de bâtiments. Et je lui ai dit, viens avec moi. Et puis donc elle a pris petit à petit sa place de RAF, donc la responsable administrative et financière du réseau. Et elle est à mes côtés depuis 10 ans. Donc non, je suis pas seul.
Mais j'ai monté sur la vision, je l'ai monté seul. Oui. Ok, très bien. Tu nous pitches un peu WeLodge aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes combien? Et surtout, comment vous vous différenciez? Alors, WeLodge, aujourd'hui, donc ça existe depuis 11 ans, mais aujourd'hui, on est en train de faire pivoter le modèle sur un réseau de mandataires. On a nos agences historiques qui sont là, donc qui sont au nombre de 7 et qui sont les agences installées historiquement depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, WeLodge, c'est un réseau avec des agences et un réseau de mandataires, donc des indépendants, où on a mis en fait en place, ça va un peu plus loin que WeLodge. Après, je vais étaler un peu la suite des projets, où on a mis en place pendant 3 ans. C'est comme si on avait travaillé dans un hangar, la porte fermée, on a construit un paquebot, on a construit un bateau pour prendre la haute mer. Et un jour, on a ouvert la porte et on est parti prendre la mer. On pouvait pas faire ça avec une petite embarcation. Donc, on a pris 3 ans pour construire ce qu'il fallait. Et donc, c'est de la formation, des méthodes, de la techno, beaucoup de techno. Ce siège que tu vois, parce que il fallait supporter le projet, donc il fallait une équipe, un staff. Tu as vu une partie du staff, tu as vu la DRH. Il y a pas, donc il nous manque là le responsable de la formation, l'équipe client, l'équipe marketing qui sont en vacances, mais parce qu'on est en plein été. Mais là, on a vraiment pris le temps de construire tout ça. Et donc WeLodge, c'est un réseau de mandataires qui se base sur le MLM. C'est du marketing de réseau. Okay, donc c'est le levier de croissance qu'a utilisé WeLodge de façon à pouvoir faire sa croissance. Mais on est avant tout un réseau immobilier qui se développe par le marketing de réseau et non l'inverse. On n'est pas une société de marketing de réseau qui fait de l'immobilier. Donc, on accompagne nos collaborateurs. Donc, ce sont des indépendants qui travaillent à leur domicile ou soit dans des coworking qu'on est en train d'installer. On leur apporte la méthode, les outils, le branding de la marque, le soutien, l'opérationnel. Et après, c'est eux qui, avec leur réseau, avec leur méthode, recrutent des conseillers, les accompagnent, les forment et puis les emmènent vers leur première transaction. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de très clair. WeLodge n'a rien de mieux, n'a rien de moins bien que les autres. C'est la prochaine question. Oui. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai horreur de cette guerre du numéro 1, du numéro 2. Commercialement, je trouve que c'est stérile d'avance. Parce que tous les réseaux immobiliers, on a accès à la même PropTech. On a accès à la même techno. On a en général la même vision. C'est le bien-être de nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, on est juste un réseau qui se positionne sur un branding actuel, jeune, et visionnaire. Et elle est là notre différence. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant, moi j'ai 41 ans et ma plus grosse force c'est celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, les présidents de réseau ont plutôt 50, 60 ans, même s'ils ont beaucoup d'énergie à revendre. Je peux promettre aujourd'hui à mes actionnaires que dans 20 ans ou dans 15 ans, je serai encore actuel. Donc c'est cette vision dynamique, c'est parler à cette nouvelle génération de conseillers qui intègrent le réseau, de leur dire « vous inquiétez pas, on est encore là aussi pour de nombreuses années ». C'est clair, c'est bien que tu l'aies partagé. Tu as évoqué le bien-être des collaborateurs. Moi, il y a toujours quelque chose qui me turlupine quand on me parle d'immobilier et des modèles de collaboration. C'est le statut d'agent commercial qui n'est pas un statut salarié. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce modèle-là, pourquoi il est autant répandu dans l'immobilier? Alors, c'est un modèle déjà historique. Un agent commercial, c'est un modèle historique, c'est le modèle historique de la profession. Les agents commerciaux sont nos clients. Ce sont mes clients. En tant que président de réseau, ce sont mes clients. Ensuite, eux vont démarcher leurs clients. Donc déjà, c'est un positionnement qui est important parce que le client final est le client de l'agent commercial. On a aujourd'hui un gros pourcentage d'agents commerciaux parce que c'est une nouvelle façon de consommer le job, en fait. Historiquement, bien sûr, dans toutes les industries, on avait un positionnement de salarié, c'était écrit dans le marbre, c'est comme ça. Et d'ailleurs, nos parents, c'est la première chose qu'ils nous disaient, va chercher un CDI. Aujourd'hui, la jeune génération de travailleurs, c'est plus du tout dans ce mood-là qu'ils se positionnent. Ils veulent être indépendants, le statut leur permet. Et on vient donc renforcer un mouvement qui existait de façon antérieure, c'est-à-dire, historiquement, c'est des agents commerciaux dans les agences. Et on vient le renforcer avec cette nouvelle consommation du job, en fait. Donc, c'est pour ça que ça prend une place extrêmement importante. Les réseaux de mandataires, qui sont des agents commerciaux, prend une place importante dans le paysage immobilier. Ils prennent des parts de marché tous les ans. Mais en agence aussi, il y a de plus en plus d'agents commerciaux et de moins en moins de salariés. Parce que le CDI, le salariat est moins rentable pour les agences et pour les réseaux, c'est ça? En période de crise, oui. Quand il y a moins de chiffre d'affaires, oui, on est en plein dedans là. Mais sinon,
quand on compte la redistribution de l'agent commercial, les charges et ce qu'on donne aussi aux salariés, ça se vaut. Les deux se valent. Un agent commercial en agence va obtenir à peu près 45 à 50% des honoraires de l'agence. Et un salarié va obtenir entre 20 et 25% des honoraires. Oui, d'où l'équilibre en fait qui se fait. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie qui ont tenté une reconversion dans l'immobilier et qui au bout en général de quelques mois, voire un an en fait, abandonnaient. Je pense que c'est une profession qui est dure. Comment tu peux identifier, quand les personnes frappent à ta porte, celles qui vont réussir plus que d'autres, celles qui vont vraiment avoir un avenir dans le métier? Alors, c'est un piège parce qu'on n'y arrive pas pleinement, on n'y arrive pas à chaque fois. Et puis parfois, on a des bonnes surprises sur des éléments qui nous ouvraient pas qui nous montraient pas tous les indicateurs. Alors, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de faire une généralité pour te répondre. C'est l'envie qui va véritablement qui va déjouer tout le reste. On peut avoir un candidat qui ait des très très fortes aptitudes commerciales. Ok. Qui soit extrêmement à l'aise, qui sache utiliser toutes les méthodes commerciales qu'on va lui donner. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas l'envie, qui n'a pas de résilience, qui n'a pas de rémanence dans ses actions, qui n'est pas organisé, il va s'essouffler et il va arrêter. Il faut différencier le commercial du commerçant. Le commercial, c'est une véritable force de vente. Et nous, dans l'immobilier, on a deux casquettes. On doit trouver les produits à vendre et on doit les vendre. Donc, on n'est pas des commerçants, on ne nous donne pas un produit, je te donne ce micro à vendre, je te le dis, tiens, voilà, maintenant tu es distributeur de ce micro, va vendre ce micro, tu as ton produit à vendre, tu dois vendre ton produit. Je vois, ouais. Nous, on a deux casquettes. Et ça, c'est la partie en général qui est sous-estimée par les conseillers. Et vendre, c'est facile, c'est la partie la plus simple du métier. L'autre partie, qui représente 70% du temps de travail, c'est la prospection, c'est la démarche, c'est aller chercher les vendeurs, c'est les fidéliser, c'est augmenter son réseau. Voilà. Donc, ce qu'on arrive à identifier, c'est est-ce qu'il y a du moteur en face? Est-ce que c'est quelqu'un qui a véritablement de l'envie? Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir une certaine stratégie quand même? Et puis, est-ce que c'est quelqu'un qui a du savoir-être? Parce que le savoir-être, on peut essayer d'augmenter les compétences, mais c'est trop tard en général. C'est vrai, tu trouves? En général, c'est trop tard. Par contre, le savoir-faire, on peut l'apprendre. Donc, il faut une base solide sur le savoir-être. Je te dirais que le premier signal déjà qu'on peut avoir chez un agent qui va réussir, c'est quelqu'un qui est déjà pendant le rendez-vous, qui va être capable de se vendre, où on va se dire, OK, celui-là, déjà, il me le faut dans l'équipe. Okay. Il faut que je collabore avec lui. S'il sait se vendre à travers son premier rendez-vous, en général, il arrivera à se vendre sur le terrain. S'il loupe son premier rendez-vous, en général, je me fais assez confiance. S'il me fait une mauvaise impression, en général, je le fais pas aller plus loin. Ah ouais, tout de suite? Oui, parce que la première impression est cruciale. Ok, et le reste des qualités, comment tu arrives à les détecter? Si la personne passe le premier rendez-vous... Voilà, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, comment tu sais que la personne va perdurer? On leur fait beaucoup parler de leur chemin de vie. Moi, je cherche à savoir ce qu'ils ont fait dans leur vie, ce qu'ils ont accompli. Déjà, est-ce que c'est des sportifs? Parce qu'en général, les sportifs ont une résilience beaucoup plus forte à l'effort. Ouais. C'est prouvé. De quelle industrie ils viennent? Je vais te citer, par exemple, ceux qui viennent de la restauration. C'est des profils qui sont résilients, qui sont résistants et qui sont patients. Et on va chercher comme ça leur chemin de vie et on va aller chercher ce qu'on appelle leur big why. Pourquoi aujourd'hui ils sont face à nous? Qu'est-ce qu'ils ont à se prouver? Qu'est-ce qu'ils ont à prouver? Et c'est quoi qui va les tenir quand ça va pas? Parce que quand tout va bien, c'est facile. C'est pour ça que t'en as qui rentrent, qui font une vente, 2 ventes, tout va bien. Puis après, traverser du désert. Et là, malheureusement, on n'arrive plus à aller les rechercher parce que eux, ils ont plus l'envie. Donc, c'est quoi leur big why? Pourquoi ils se présentent à nous? Est-ce que c'est pour un job? Je leur ai dit, si c'est pour un job, c'est pas la peine. Passez votre route. L'immobilier, c'est pas un job. L'immobilier va vous rendre ce que vous lui donnez, mais seulement au bout de 3 ans, 4 ans. Donc, soyez patient. L'immobilier, c'est un métier de réseau, c'est un métier d'expérience. On est extrêmement encadré dans notre métier. Donc, soyez patient, brûlez pas les étapes. Donc, c'est des indicateurs comme ça qui sont assez importants. Tu recherches des gens qui ont un certain niveau de diplôme ou c'est vraiment, encore une fois, au parcours et à l'envie? Pas du tout. Moi, j'avais un patron qui disait, tu sais lire, tu sais écrire? Ok, c'est bon, t'es embauché. Il grossissait le trait. Ouais. Parfois, il m'a fait faire des recrutements comme ça quand j'étais son directeur commercial. C'était pas toujours fameux, mais bon. En tout cas, j'ai appris avec lui aussi qu'il fallait avoir un peu plus d'exigence et les diplômes n'en font pas partie.
Les diplômes ne font pas partie de l'exigence dans le métier. Tu peux avoir quelqu'un qui soit bardé de diplômes, qui sorte d'HEC pour devenir directeur commercial du réseau. S'il a la vision mais qu'il ne l'a pas appliquée, personne ne le suivra. Ouais. Personne ne le suivra. Aujourd'hui, ce qu'il faut, je te parle d'un directeur commercial, parce que ça peut être un sujet pour WeLodge dans les semaines à venir. Si cette personne n'a que la vision, ne l'a pas mis en application, c'est pas quelqu'un qui trouvera sa place dans le réseau parce qu'il sera pas entendu et il trouvera pas sa place dans le système. Donc, j'aime quand les gens ont fait du terrain. J'aime quand les gens ont de l'expérience. J'aime quand ils ont un minimum d'éducation, bien sûr. J'aime quand ils ont un minimum de culture, quand ils ont un peu de notion de dépassement. Et en général, c'est les canaux que je regarde. Et aujourd'hui, tes têtes d'agence ou tes têtes tes mandataires, tu les recrutes comment, ces personnes-là? Alors, dans les agences, c'est des personnes avec qui je travaillais même dans mon ancien réseau. Ah, c'est des gens qui m'ont rejoint. Quand j'ai créé WeLodge, c'est des personnes qui viennent à nous grâce à notre communication aussi, parce qu'on a beaucoup de communication à l'extérieur. C'est important. Je pense qu'en 2023, 2024, le branding, le personal branding, c'est crucial et c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Ouais. On a vraiment cette notion d'être capable de se vendre sur le marché en tant que personne. Dans notre métier, c'est vraiment crucial. Activer son réseau. Aujourd'hui, j'ai un bien par semaine qu'on me donne à la vente parce que je communique, parce qu'on me voit sur les réseaux. On me dit, bah tiens Sébastien, j'ai ma maison à vendre. Donc moi, aujourd'hui, mon fonds de commerce, c'est ma notoriété personnelle, que ça soit pour le développement de réseau ou pour même une activité de commercial, en tout cas de conseiller immobilier. Donc ça, c'est vraiment indispensable aujourd'hui. Et toi, tu fais toujours de l'opérationnel? Tu es toujours sur le terrain? Non, j'en fais plus. Depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. Ça te manque pas? Alors, en ce moment, là, si. Pourquoi? Parce que c'est la crise. Parce que c'est la crise de l'immobilier et c'est les marchés dans lesquels je prends le plus de plaisir. Quand c'est dur. Ah, parce qu'il paraît qu'il y a de meilleures affaires à faire dans ces moments-là, c'est ça? Même pas, c'est parce qu'il faut des vraies méthodes. Il faut une véritable organisation. Quand je vais te raconter une petite anecdote. En 2007-2008, je deviens directeur d'une agence qui est à Houille, dans les Yvelines. Et on est en pleine crise. Crise des subprimes. Et là, le marché immobilier dévisse totalement. Et moi, je prends une direction d'agence avec 5 collaborateurs. Et la première année, on triple le chiffre d'affaires de la structure. On nous confie une agence qui fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. La première année, on fait 750 000. La deuxième année, on fait 1 million de chiffre d'affaires. Tous les concurrents en face de moi nous prennent pour des fous. Ils nous appellent les militaires. Parce qu'on avait une organisation vraiment très, très millimétrée. Mais tous les concurrents en face tiraient la langue. Ils étaient vraiment à l'agonie, comme aujourd'hui, certains pros sont à l'agonie. Parce que dans les périodes où l'argent est facile à faire, on prend une certaine habitude de travail, on prend un bien à la vente, on le met sur les pubs, on le met sur les portails, le client vient, on fait visiter, on vend. Et ça nécessite aucun talent. Vraiment, j'ai pas honte de le dire, ça nécessite aucun talent. Dans les marchés de crise, il faut un véritable suivi, il faut un véritable engagement auprès des vendeurs et il faut imposer aussi la véritable notion de marché. Un marché, c'est une offre qui rencontre une demande. Et quand il y a des vendeurs qui sont complètement au perché sur leur prix, ils rencontrent aucun acquéreur. Donc là, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et là, quand tu as une stratégie, et ben là, t'es fort parce que les autres s'endorment. Ok, mais alors concrètement, ça veut dire quoi au quotidien pour les commerciaux? C'est mieux accompagner son client, lui faire comprendre la réalité du marché. C'est oui. Tu fais ça comment en fait? Ah bah c'est ne pas avoir peur des mots. Et si jamais le bien, parce que quand on parle d'un bien à 400 000 euros, quand on va dire à quelqu'un qu'il a perdu 10% sur son prix, que c'est le travail de sa vie, que c'est sa retraite pour partir à l'île de Ré parce qu'il en rêve depuis toujours, et qu'on vient de lui dire d'un coup, tu viens de perdre 50 000 euros. Eh ben, la plupart des conseillers, ils aiment pas ce rôle-là, alors que pourtant, c'est un rôle patrimonial fort. Parce que si on n'est pas, nous, en mesure, alors que c'est notre profession, de leur dire le marché bouge, attention, bougez votre prix tout de suite, ou sinon, vous n'allez pas le vendre. Là, c'est un peu simpliste ce que je te dis. Mais bien souvent, on a aussi l'image du conseiller qui est mal positionné, où le vendeur se dit « Ok, lui, il cherche à me faire baisser mon prix pour vendre. » Et ils ont peur de ça, les conseillers. Ils ont peur de cette mauvaise image qu'ils peuvent renvoyer. Donc là, il y a un syndrome qui est très important. C'est le syndrome d'autorité. Quand tu vas chez le médecin, quand ton médecin il te dit « Madame, vous avez une fracture du genou ou une fracture du bras, peu importe, on va te dire, vous allez vous faire plâtrer. » Tu vas dire « Ok. »
Tu vas pas dire non, ah non, mais moi je pense que Ouais, j'ai vu ça sur YouTube. Exactement, voilà. Ou j'ai un copain qui est médecin, il m'a dit non, c'est pas sûr. Ouais. Voilà. Donc en fait, dans notre métier, dans ces marchés-là, il faut habiller aussi le même syndrome. C'est asseoir son autorité. Pour orienter le vendeur, parce qu'à la fin, on sait que c'est bénéfique pour lui. Parce que quand il nous écoute pas aujourd'hui, dans des marchés qui baissent, 2-3 mois plus tard, il finit par nous écouter, mais c'est presque trop tard. Donc, c'est pour ça que j'aime ce marché, parce qu'il est stimulant, et c'est surtout parce que sur 10 conseillers immobiliers, tu en as 3 qui continuent à performer dans ces marchés-là. Les autres s'endorment. Donc, c'est pour ça que j'aime ces marchés-là. C'est pour ça que là, ça me manque aujourd'hui. Mais aujourd'hui, mon rôle, c'est plus celui-là, c'est plutôt la vision de l'entreprise, Ouais, bien sûr. le développement. Donc justement, là, je suis en phase d'acquisition d'une autre structure de façon à incorporer à notre holding un autre réseau d'agences. Donc moi, aujourd'hui, ma place, elle est plutôt au pilotage, à la finance, au juridique, à l'accompagnement, voilà, et puis à la vision de l'entreprise. Ok, et pourquoi intégrer ce nouveau réseau d'agences ? Alors, WeLodge, aujourd'hui, se positionne en réseau de mandataires par le marketing de réseau. Je répète, on a nos agences historiques qui restent WeLodge. Elles auront cette primeur-là à vie. C'est comme ça. Mais toutes les nouvelles agences qui vont ouvrir, elles seront sous ce nouveau réseau que je ne peux pas citer pour l'instant. Ah, d'accord. Mais du coup, ce sera une nouvelle marque. Ça sera une nouvelle marque, d'accord. Exactement. Donc, cette nouvelle marque, elle va gérer l'ouverture des nouvelles agences parce qu'aujourd'hui, on me sollicite pour ouvrir des agences parce que on a la formation, on a la techno, on a tout en fait ici. Oui, mais je voulais te demander d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différentes briques du business de WeLodge ? Alors, tu as la partie formation qui est la brique fondamentale parce que tu as beaucoup de réseaux aujourd'hui où c'est une brique qui est sous-estimée ou qui est reléguée aux mandataires qui sont ce qu'on appelle des alphas, des parrains, qui vont donner certaines méthodes à leurs filles. Nous, ça, on l'a refusé. Et c'est nous qui mettons en place la formation pour les conseillers. Donc, on a une grosse brique formation qu'on est en train de faire certifier Calliope, donc de façon à pouvoir valider ce qu'on appelle, nous, la loi Allure. Donc, il y a la brique formation. Il y a la brique marketing, où là, donc, le donner des outils aux conseillers pour qu'ils puissent... Voilà, qu'ils puissent véhiculer leur image de marque, qu'ils puissent renforcer leur personal branding. Après, on a la partie, nous, qui va être plutôt la partie média, donc référencement sur les réseaux, que tu connais par cœur. J'ai vu que tu étais très actif. Voilà. Ouais. Et puis après, on va avoir l'onglet plutôt administratif, suivi des conseillers, parce que c'est des entrepreneurs. Mes clients sont les conseillers immobiliers et ce sont des entrepreneurs. Donc, on doit aussi les accompagner avec ce qu'on appelle la team success. Donc, c'est un peu les briques. Voilà, tu as la formation, la techno, le marketing et puis le juridique. J'aimerais qu'on discute un petit peu de ce qui se passe actuellement sur le secteur. Donc là, tu évoquais les marchés qui sont en crise. Mais moi, je suis tes communications sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn notamment. Et je t'ai vu assez engagé, assez remonté sur un sujet dernièrement qui est le changement de positionnement de Se Loger. Est-ce que tu peux en parler et nous l'expliquer un peu, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, Se Loger, c'est un acteur historique des professionnels de l'immobilier. On va resituer un peu le contexte. Aujourd'hui, on est en 2023. On a accès à l'information à la vitesse de l'éclair. J'ai commencé l'immobilier en 2000. Se Loger était sur le Minitel. Pour passer une annonce, on le faisait dans les journaux. Les gens venaient faire les vitrines. Et mon job, d'ailleurs, le samedi, c'était moi de sortir de la vitrine. Ouais. De sortir de mes locaux et aller chercher les clients en vitrine pour les faire rentrer à l'agence et on leur montrait le portefeuille dans un classeur avec des pochettes où on mettait tous les biens qu'on avait à vendre. Ok, donc voilà. La vente digitale. La vente digitale. Mais c'était passionnant. Ouais. Ensuite, le digital est arrivé, a pris une place importante et nous, les professionnels de l'immobilier, on est les premiers satisfaits de cette digitalisation. Il y a un acteur qui a pris un ascendant très fort sur le marché, c'est Se Loger. Se Loger a toujours été l'accompagnateur historique des professionnels de l'immobilier et a eu un positionnement très clair de dire on est un portail pour les professionnels, voilà, et on est leur outil principal et on se différencie des autres parce que on est uniquement réservé pour les pros. Et puis, il y a eu des opérations. Le groupe Aviv donc, a intégré le groupe Se Loger. Ensuite, il y a eu un actionnaire KKR qui est apparu au capital. Et on s'est retrouvé avec un Se Loger qui a complètement muté avec les années et qui a eu un positionnement commercial qui était plus acceptable. Je vais pas employer d'adjectif parce que j'ai peur que des choses m'échappent.
je dois quand même garder une certaine retenue, mais qu'on n'a pas supporté cette façon de faire. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on s'est retrouvé avec un portail qui avait un certain oligopole très fort et qui, chaque année, nous donnait des augmentations très fortes avec l'obligation de suivre les augmentations, l'obligation de suivre les options, parce que sinon on devenait invisible. Je vais te donner juste un exemple. Soit tu as le pack bronze, soit tu as le pack or. Si tu prends le pack bronze, tu as telle visibilité. Si tu prends le pack or, tu as une visibilité renforcée. Je te laisse deviner que tout de suite, tout le monde a pris le pack or. Exactement. Et le pack bronze, c'était pour ceux qui n'avaient pas trop les moyens. Ils prenaient le pack bronze, mais finalement, ils étaient invisibles. Donc, on a eu comme ça un premier effet. Ça, je te parle de ça il y a peut-être 7 ans où on commençait à travailler comme ça. Et puis, on a alerté, enfin, la profession a déjà alerté à plusieurs reprises. Il y a eu le rachat d'un groupe qui s'appelle Meilleur Agent, qui est un portail qui a été, qui est historique aussi, hein, qui est là depuis 12 ans, 13 ans, je sais plus exactement. Et puis, quand on a commencé à voir la fusion comme ça de Se Loger, de Meilleur Agent, les professionnels ont commencé à s'inquiéter. Et même avant ça, j'ai oublié Axel Springer, pardon. Même avant ça, on alertait aussi en tant que professionnel sur une orientation d'Axel Springer qui voulait véritablement étendre sa toile sur le marché immobilier européen. Il y a eu des rachats, il y a eu des prises de participation comme Purple Bricks, où ça a commencé à inquiéter les professionnels. Et tout ça, ça nous a mis la puce à l'oreille. Et puis, on savait tous les professionnels savaient qu'un jour ou l'autre, il se passerait quelque chose avec ces acteurs-là. On savait qu'un jour, il nous sortirait quelque chose qui allait nous mettre un coup de couteau dans le dos. Et c'est arrivé là. Donc, premièrement, moi, j'y ai pas cru, tellement c'était gros. Ça a été de dire, on est les acteurs historiques des professionnels de l'immobilier, mais à partir de maintenant, on ouvre la plateforme aux particuliers et gratuitement. Alors que, je vais peut-être trahir certains secrets, mais un budget pour passer une annonce d'un bien à vendre, il a été multiplié par 5 auprès de Se Loger sur les 10 dernières années. Okay. Ils ont augmenté leur prix x4, x5. Pour une structure qui a aujourd'hui 3 conseillers, une boutique, une agence qui va se trouver à Paris. Ce portail-là, pour diffuser peut-être 15 biens, ça va coûter entre 1 500 et 1 800 euros par mois, le prix du loyer. Donc, c'est considérable. En Europe, les agences immobilières sont les sociétés qui ont le moins de BE, qui ont le moins de rendement, en fait. Hein. Donc, on est tellement chargé, nous, donc, par tout ce qu'on connaît, hein, par toute la fiscalité française et européenne. Mais en plus, on a des acteurs PropTech qui se positionnent et qui alourdissent encore et qui diminuent cette rentabilité. Et le plus gros poids, c'est Se Loger. Donc, c'est pour ça que ça a grondé. Et quand on s'est retrouvé avec cette info, donc, premièrement, c'était en avril, il y a eu un lanceur d'alerte qui s'appelle François Jouet, qui a dit, écoutez, il se passe des choses et l'impensable va se passer, le portail va s'ouvrir aux particuliers. Alors que nous, on était prêts à payer cher, même si on grognait, pour avoir l'exclusivité. Donc, d'avoir ce portail qui permettait aux pros de diffuser. Et donc, ça s'est passé. Ça s'est passé en juin. On a eu l'annonce officielle. Okay. Et voilà. Donc, il y a eu un branle-bas de combat. J'ai été le premier à prendre la parole parce que les présidents de réseau ne l'ont pas fait jusqu'ici. Et j'ai vu que tu les avais tagués et beaucoup interpellés sur LinkedIn. Et ça n'a pas réagi. Non, ça, si. Alors, je vais pas te dire non. J'ai eu certains au téléphone avec qui on a échangé entre passionnés. Alors, bien sûr, ils sont tenus à une certaine bienséance parce que c'est un portail qui est utilisé par leurs franchisés. Donc, ils doivent conserver aussi parfois une certaine tenue et ils ne peuvent pas tout dire. Je sais qu'ils en pensent pas moins. Par contre, je déplore véritablement la profession ne se soit pas unifiée auprès d'un syndicat. Le problème de notre profession, c'est qu'elle est divisée entre plusieurs syndicats et qu'on n'a pas de poids uniforme auprès de certains acteurs qui voudraient prendre une place et qui voudraient nous déstabiliser. Je prends l'exemple de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Si jamais il y a des problèmes, la Fédération Française, elle agit vite, fort, et ça a de l'impact. Aujourd'hui, on est représenté par la FNAIM qui, pour l'instant, n'a pas pris la parole, ne s'est pas positionné sur ça, alors que tous les clients de la FNAIM, qui est une fédération, tous les clients demandent la prise de parole de la FNAIM, mais personne ne l'a encore fait. Pourtant, je connais les positions du président. L'UNIS, c'est pareil. Donc, la SNPI aussi. Donc, il y a personne qui a pris la parole, mis à part certains indépendants comme moi, parce que moi, je suis non affilié, c'est mon groupe. Mis à part, voilà.
Après, il y a des organisations qui se passent et il y a des choses qui sont en train de se mettre en place de façon à stopper ça parce que il y a une position dominante qui est très, très compliquée à gérer. Il y a comme je te disais, il y a un oligopole qui est très fort et puis il y a surtout l'inquiétude de la profession de dire stop, on ne va pas tout vous permettre, on ne va pas vous permettre de nous de nous ubériser, on veut pas finir comme avec se loger comme une plateforme comme Booking, comme Uber Drive, Uber Eats, pardon, excuse-moi. Voilà, donc on met un stop aussi en disant on arrête là parce qu'on va pas vous laisser aller trop loin. Vous êtes un acteur historique, vous êtes un portail de diffusion d'annonces, restez un portail de diffusion d'annonces. Mais là, on nous dit, mais c'est pour votre bien. Parce que les particuliers qui vont venir mettre leur annonce, ils vont vouloir avoir une expérience enrichie en passant par vous en tant que pro, parce qu'on va les limiter. Okay. 3 photos, très peu d'infos, une mise en avant affaiblie. Ouais. Donc, on va créer un produit affaibli pour renforcer votre produit. Mais en fait, j'aurais dit, on veut pas. On ne vous demande pas ça. On ne vous demande absolument pas ça. C'est comme si tu vas au restaurant, que tu dis je veux une omelette et qu'on te ramène un steak et on te dit mais c'est pour ton bien. Mais c'est le même principe qu'aujourd'hui en tant que professionnel. Voilà. Donc c'est pour ça que les voix s'élèvent et c'est pour ça que j'ai monté la mienne aussi. Donc j'en profite. Voilà. C'est cette injustice. Et c'est d'ailleurs les valeurs du réseau. C'est la justice contre l'injustice. Les valeurs du réseau WeLodge. Oui. J'ai envie de faire une petite passe sur la partie valeurs parce que je pense qu'elles sont très importantes et déjà on les voit quand on arrive dans tes locaux, on les voit sur ton site internet et on les voit sur ton profil LinkedIn. Mais juste pour clôturer le sujet des défis du secteur, donc aujourd'hui il y a cette problématique-là sur le marché français, mais est-ce que tu vois d'autres défis actuels dans l'immobilier ? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Écoute, ça fait... Moi, je suis un émergent, c'est-à-dire que personne ne m'avait vu arriver avant. Là, je commence à prendre la parole. Et ça fait des années que je dis que l'immobilier, dans les 5 ans à venir, va prendre 15 ans. C'était de toute façon inévitable, parce qu'on avait un système qui était un peu ancestral. Les véritables défis, on a eu un rapport de l'autorité de la concurrence qui a passé au crible tout notre métier, avec tous les points de friction que pouvaient ressentir les consommateurs. Il fait 100 pages, il est là, je peux te le donner si tu veux. Voilà. Je l'ai lu entièrement, j'ai surligné tous les passages les plus importants. Ça a mis en lumière, en fait, qu'on était dans l'Union européenne, on faisait partie de ceux qui avaient le plus haut niveau de commission. Ouais, alors je te dis ça, je crois que c'est 5,2%, 5,4% en moyenne d'honoraires. Sauf que ce qu'on dit pas, c'est qu'on a aussi le plus haut niveau de charge. Forcément, je te disais, on est aujourd'hui le pays qui a le moins de rentabilité par rapport aux autres pays. Donc, on a le moins de rentabilité. C'est normal qu'on soit obligé de monter nos honoraires. De l'autre côté, il y a les droits d'enregistrement aussi qui sont très forts. Donc, ce qu'on appelle les frais de notaire, vulgairement. Donc, il y a un véritable défi qui va se passer, je pense. On aimerait qu'il se passe, mais je vois pas dans quel sens il va pouvoir être pris. On est avec un gouvernement qui aime pas l'immobilier. On est avec un gouvernement, on est avec un président qui n'aime pas l'immobilier, qui n'aime pas l'immobilisme, il l'aime pas. Il veut que l'argent circule. Il tient pas à ce que les gens investissent trop dans l'immobilier. C'est un financier, hein. Donc ils aiment bien investir dans l'immobilier, mais ils veulent pas que toute la richesse reste immobilisée. Ils veulent que ça circule. Là, aujourd'hui, j'attends pas de mesures particulières. Par contre, ce que j'attends véritablement, c'est une prise de conscience des professionnels sur le partage. On a aujourd'hui 30% des parts de marché qui sont entre les mains des particuliers, et c'est l'anomalie du marché. Voilà. Le système de référence, on peut parler du système anglo-saxon et américain, où les professionnels occupent toute la toile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vente qui se font entre particuliers. Est-ce que c'est pas autorisé ou parce que les gens préfèrent passer par une agence ? Alors, parce que les gens préfèrent passer par une agence, tout simplement. D'accord, donc il y a un sujet aussi, il faut que les gens comprennent aussi la valeur du service qui est rendu par les agences. Sauf que, justement, ce rapport rend les choses peut-être un peu plus claires. C'est que, pour nous, c'est que les consommateurs ne perçoivent pas véritablement notre accompagnement et notre plus-value. On a tout un cheminement, hein. Il faut savoir qu'on vend un mandat sur 5. Lorsqu'on nous confie un mandat simple, sans exclusivité, on en vend 1 sur 5. Pour un mandat, ça peut représenter 30 à 40 heures de travail. Donc, il va nous falloir 150 heures de travail pour obtenir une commission. Une commission qui, en moyenne, en hors taxe, va être à 8 000 €. Donc, 150 heures pour 8 000 €.
Là-dessus, tu retires les frais de publicité, les frais de locaux. En fait, finalement, on est sur des sociétés qui vont tourner à peu près entre 10 et 12% de BE. Donc, c'est pas énorme. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des systèmes de commission qui sont aussi hauts. Le schéma aujourd'hui qui risque de se produire, ils vont comprendre ce qui se passe et j'espère que les professionnels vont vouloir se rassembler et vont vouloir partager parce que il y a que ça qui va nous permettre de réaxer un peu notre métier. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être un syndicat qui va émerger, un syndicat pas unique, mais un syndicat leader qui va rassembler aussi tous les professionnels auprès du même syndicat et que petit à petit, on va arriver à tous partager nos mandats de vente, on va arriver à tous partager nos affaires et qu'on va petit à petit intermédier l'ensemble du marché. C'est le véritable changement que je vois et que j'espère. Voilà. Et j'irai même plus loin. J'espère qu'à un moment, on va mettre de côté, par des mesures incitatives, on va mettre de côté la vente entre particuliers. Parce que ça présente une zone de danger assez incroyable. Et puis finalement, c'est pas rentable pour l'État. Hein. Quels sont les risques qu'il y a à faire de la vente de particulier à particulier? Alors, déjà, il faut avoir le temps de le faire. Il y en a beaucoup qui commencent et il y en a très peu qui finissent. Tu as en général 3 vendeurs sur 5 qui commencent à mettre leurs biens en vente entre particuliers. Et tu en as les 3/4 qui arrêtent parce que les appels farfelus, les clients qui viennent et dont l'identité n'est pas vérifiée. On fait rentrer des gens chez soi, on ne connaît pas leur identité, on ne connaît pas leur plan de financement, on n'est pas des pros, on n'est pas forcément toujours bien assuré de qui vient chez nous. On donne ses horaires de présence, mais aussi ses horaires d'absence. C'est la porte ouverte pour les cambrioleurs. En tout cas, on ne le ferait pas en dehors de sa vente immobilière. On ne donnerait pas ces informations à des étrangers. Tu m'étonnes, ouais. Pourtant, la vente entre particuliers, c'est ça. Ouais. C'est écoute, ah non, je suis pas là, je suis en vacances du 15 août au 30 août, il y aura personne à la maison. Ok, merci. Et il y a déjà eu, alors j'imagine que t'as des anecdotes, toi, Ouais, bien sûr, bien sûr. Une anecdote comme ça, un particulier qui avait mis sa maison en vente à Conflans entre particuliers et qui avait donné comme ça ses horaires d'absence. Il nous l'a dit après coup. Et puis un jour, un camion de déménagement est arrivé. Le camion de déménagement est arrivé, et même les voisins étaient là. Ils se sont dit, bah tiens, les Lambert, enfin je vais pas dire leur vrai nom, ils déménagent. C'était pas les Lambert qui déménageaient, c'était tellement gros que c'est passé. C'est un camion de déménagement qui est arrivé et qui a vidé la baraque. Ouais. Et ça, ça c'est une dérive de la vente entre particuliers. Mais surtout, les compromis de vente qui s'annulent. Je crois qu'il y a 2 compromis de vente sur 3 qui s'annulent. J'ai pas les chiffres exacts entre particuliers, donc il n'y a pas de sécurité. Il y a à aucun moment de la vente entre particuliers, il y a les sécurités nécessaires. À aucun moment. Nous, on est extrêmement encadrés. On a des assurances. Enfin, voilà. On n'obtient pas la carte de transactionnaire comme ça. Donc, c'est très, très, très encadré. Mais d'ailleurs, parle-moi de cette partie-là, parce que pour être agent commercial, c'est pas nécessaire. Si je ne me trompe pas, par contre, si tu veux être mandataire, là, tu dois avoir la carte de transaction, c'est N, L. Alors, il y a plusieurs cartes. Il y a la carte T, qui est la carte de transaction. Okay. Tu as la carte G, qui est la carte pour faire de la gestion locative, la carte S pour le syndic. Et là, ils sont en train de parler d'ailleurs de la carte D pour les diagnostiqueurs, et c'est une très bonne chose. La carte T, elle va s'acquérir avec un niveau d'études particulier. Donc, je crois que ça va être le niveau bac plus 3 ans d'expérience en tant que salarié. D'accord. Pas en tant qu'agent commercial ? Pas en tant qu'agent commercial. L'expérience en tant qu'agent commercial ne fonctionne pas. C'est uniquement en tant que subordonné, en tant que salarié. Non, mais c'est terrible, parce que la plupart des gens sont agents commerciaux. Oui. Et c'est d'ailleurs un point qui est un peu compliqué, je pense qu'il va être débattu aussi. Moi je pense que ouvrir la carte T à trop de conseillers, c'est aussi lourd parce que ça entraîne vers des frais de structure qui sont importants. Aujourd'hui, le statut qu'on offre aux agents commerciaux est tellement solide et tellement économe qu'on a des patrons d'agences qui ont fermé leur agence pour nous rejoindre en tant qu'agent mandataire, parce que finalement, c'est nous qui absorbons tous les coûts. Voilà. Ou sinon, tu peux acquérir cette carte en étant salarié pendant 10 ans ou en étant cadre, cadre d'une agence immobilière en tant que salarié pendant 3 ans. Je pense pas avoir fait d'erreur, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Et ça permet aussi de donner du cadre pour les clients. On sent que t'es passionné. Franchement, je pense que je pourrais rester des heures. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est le sujet des valeurs pour conclure cet épisode. Alors, si je me rappelle bien, courage, famille, expérience, partage et performance, c'est bien ça ?
Alors, donc on va tous les refaire. Vas-y. Donc expérience, ça va être pour la partie, on est un réseau d'expérience, on n'est pas né hier, ça fait donc le réseau WeLodge existe depuis 11 ans et on va donner ses conseils, on va accompagner par l'expérience. Courage parce que on parle à des entrepreneurs qui soient donc des porteurs de projets d'agences immobilières avec la nouvelle acquisition en cours ou des conseillers immobiliers en auto-entreprise. Donc ça, forcément, ça demande du courage. Et encore plus en ce moment, c'est une valeur vraiment d'entrepreneur, le courage. C'est une valeur intrinsèque très forte. La famille, donc la famille pour la communauté, pour rassembler autour du projet WeLodge et de l'autre réseau. J'aimerais bien pouvoir te le dire, mais on fera un épisode bientôt, je te le dirai. Pas de souci. Donc la famille pour la communauté, voilà, parce que construire une communauté, grandir ensemble, se soutenir, c'est encore plus fort avec le marketing de réseau, mais c'est véritablement important parce que on peut parler après de mes valeurs personnelles, mais c'est pas l'argent qui fait tout. C'est ce qu'on construit en chemin. Et aujourd'hui, la plus belle chose, la plus belle réussite, c'est d'avoir construit une famille, que ça soit professionnel ou personnellement. Donc ça, je pense que c'est même la plus essentielle. On a la justice contre l'injustice. Ça, c'est assez particulier comme valeur. Qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as vu qui te fait choisir cette valeur-là pour WeLodge ? Moi, j'ai horreur de l'injustice parce que je pense qu'enfant, en fait, j'ai vu des choses où peut-être qu'on n'a pas pris assez en considération des choses que j'avais envie de faire ou de dire. Tu sais, quand t'es enfant, on te dit oui, c'est bon, écoute, j'ai compris. Sauf que quand tu as 10 ans ou 12 ans et que tu as un gros moteur, et tu vois, aujourd'hui, je regarde toujours avec beaucoup d'émotion ces enfants, j'écoute toujours ce qu'ils ont à dire. Parce que les futurs dirigeants, ils ont 12 ans aussi à un moment. Et ils ont des convictions très fortes, ils ont des moteurs. Et en fait, je pense que j'ai vécu des injustices parce que on m'a jamais porté l'oreille, mis à part ma mère, ou mes employeurs n'ont jamais prêté l'oreille à des choses qui me paraissaient justes. J'ai vu des injustices aussi de façon personnelle, des gens qui se sont très mal comportés avec moi, comme toi aussi, ça t'est peut-être arrivé. Voilà, l'injustice, c'est intrinsèque, ça me révolte. Ouais, donc c'est très personnel. Oui, ça me révolte littéralement. Et puis la dernière, c'est le partage. Et ça va avec la famille, c'est partager son expérience dans les bons, dans les mauvais moments. Ça va aussi avec la famille parce que c'est se soutenir. Mais tu as aussi beaucoup de réseaux où tu as ton expérience, tu la gardes jalousement. C'est un peu ton petit trésor. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis ces valeurs en place. Je vais peut-être te dire quelque chose qui va te surprendre, mais moi, en fait, j'ai pas construit ce réseau pour l'argent. J'ai pas construit ma carrière pierre par pierre véritablement pour l'argent ou pour le succès. Parce qu'à un moment, quand tu es comme moi en tant que chef d'entreprise, que tu es tout seul aux manettes, tu risques ton patrimoine, tu risques parfois ta famille. Moi, j'ai construit tout ça avec ces valeurs-là, de façon à vivre l'expérience entrepreneuriale la plus riche possible et te dire à 80 ans ou à 85 ans, on verra, te dire « Ah putain, j'ai kiffé quoi, j'ai vécu des choses ». Et l'entrepreneuriat, ça permet vraiment de vivre des choses. Et pour les entrepreneurs qui nous écoutent, je pense qu'ils sont d'accord avec moi, à un moment, on fait plus ça pour l'argent, on fait ça pour l'entrepreneuriat. Ouais. Alors pour conclure cet épisode, quel serait le message que tu souhaiterais passer ? Ça va être d'être... de bien s'entourer déjà, de choisir les bonnes personnes, de pas s'associer n'importe comment. Ça aussi, j'ai vécu des très mauvaises expériences en découvrant des mauvaises choses. Ça va être de se faire confiance et d'écouter les petits chuchotements qu'on a à l'intérieur. En général, c'est les rêves d'enfant parce que on ne devient pas entrepreneur si on n'a pas un gros moteur. Et un gros moteur, c'est ce que moi j'appelle le big why. C'est pourquoi on fait ça. Pourquoi ? Je le fais pas pour l'argent, je le fais pour le partage, je le fais... Alors bien sûr, je veux gagner de l'argent. Moi, j'ai le rêve de m'acheter un bateau. C'est comme ça. J'ai le rêve de tout le reste, mais je veux m'acheter un bateau. Mais ça, c'est mon moteur, tu vois. Et c'est pour déjouer les pronostics. Ça, c'est mon moteur. C'est que je viens d'une famille où tu as croisé ma mère tout à l'heure, à s'occuper des personnes âgées. Moi, gamin, j'avais les huissiers à la maison et je m'en cache pas. Et ma mère s'en cache pas non plus. J'ai jamais eu toutes les facilités. Donc, mon objectif, c'était de déjouer les pronostics. Ça a été mon big why aussi. Tu vois. Et après, de dire, j'ai réussi. Maintenant, je vais essayer de faire déjouer les pronostics pour les personnes qui nous suivent maintenant. Tu vois. Donc, ça, c'est
il faut avoir son big why. Le gros conseil que je vais donner, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Et puis de kiffer, et puis d'être authentique, et puis même quand c'est compliqué, d'essayer de rester juste. Merci beaucoup. Moi, je le sais, mais pour les personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut te suivre? On peut me suivre alors aussi bien sur ma page Facebook, parce que comme dit ma fille, bon, moi je vais avoir 42 ans, donc ma fille, elle me dit, c'est un réseau social de vieux. T'es pas boomer à 42 ans. Hein. Non, mais bon, je sais pas, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis Facebook. Donc, sur ma page Facebook, Sébastien Doussin. Sur ma page LinkedIn, sur ma page Facebook, j'ai 4500 abonnés, donc c'est pas grand-chose. Ouais. Sur LinkedIn, je dois en avoir 10 ou 10 000 abonnés. Ouais. Et là, j'expose des positions un peu plus léchées, quoi, un peu plus cadrées. Sur Facebook, c'est un peu plus mindset, c'est un peu plus ouvert. Et puis après, sur la page WeLodge, où on partage aussi notre croissance. On sera au salon Rent au mois de novembre. Okay. Vous pourrez nous retrouver sous cette nouvelle marque qu'on est en train d'acquérir. Ah, voilà, on commercialisera cette nouvelle marque. Ouais. Et puis sur YouTube aussi, sur ma page Sébastien Doussin et sur la page WeLodge. Ouais, j'ai vu qu'il y a pas mal de conseils, de vidéos assez sympas sur YouTube, donc allez voir. Yes. Bah, écoute, merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. C'était un plaisir et écoute, je te dis à très vite. À très vite, merci. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.